Hop. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Alors, un geek belge? Raisonnable? Jamais. Ah bah là ça a été over méga raisonnable. Hein. Oui, totalement. Notre corps non, là, défendant. ça a été, oui, totalement notre corps défendant. Il y avait qu'un seul vide-grenier. Oui, que tu pas très loin. Qui était pas très loin, heureusement. On a pu partir vite aussi. Oui. Alors, pour une fois, le geek belge n'était pas là. Généralement, il est hyper. Ah oui. Tu t'en souvenais plus déjà de ça? Ah non. Généralement, il est toujours à l'heure. C'est moi qui suis toujours en retard. Je suis toujours en retard. Et en fait, j'arrive en retard et j'envoie un petit SMS pour dire je suis là. Déjà, je me dis merde. Là, tu peux la cocher celle-là. Hein. Et en fait. L'encadrer. Ouais. Il y a le geek belge qui dit oui, je m'habille et j'arrive. Je sais pas, je me suis endormi. Voilà. Bon bah, achat de la veille. Chez l'ami Pierrot. Voilà, l'ami Pierrot qui devait faire un gros déballage. Et j'ai trouvé ça assez catastrophique. Et j'ai trouvé ça, et puis c'est tout. Alors que d'habitude, ils font des réassorts de bande dessinée, machin, un truc chouette. Et là, que dalle. Bon, j'ai trouvé ça, ce petit format, ces petits fascicules qui me rappellent un peu les pulps. Moi, personnellement, je trouve ça sympa. C'est Hachette, une jolie couverture couleur. Je pense que l'intérieur, ça n'a pas trop d'intérêt parce que ça doit être la repro des gravures qu'il y a dans les Hetzel, mais bon, une repro, je dirais, assez abîmée. Ah oui, c'est vraiment le côté pulp. Voilà. À cette époque-là, il y avait plusieurs éditeurs qui faisaient ce type de pulp. On arrive à en trouver certains et d'autres sont devenus très rares. Pour toi, la référence, ça serait les Laffitte, non? Oui, les Laffitte. Avec. Il y a Arsène Lupin, voilà. Vous avez donc Gaston Maurice Leroux. Leblanc, Gaston Leroux, qui sont chez Laffitte. Il y a quelques Wells aussi, qui sont chez Laffitte. Ah oui. Sinon, vous avez aussi Ferenczi qui a sorti une belle collection où vous avez du Rosny Aîné. Et ceux-là, en plus, ils ont un beau papier, mais ils sont beaucoup plus rares. Vous avez aussi ça je les recherche, mais c'est hyper rarissime. C'est des choses comme Toto Fouinard. Il y a dans le même type de format. En fait, Toto Fouinard, ça existe. Bon. C'est un gars de Paris qui arrive des aventures. Et à chaque fois j'entends le plus grand bien, mais c'est hyper rare. Et il y a aussi les aventures de Sherlock Holmes américain, Harry Dixon. C'est le même format. Ouais. J'en avais vu une fois ou deux et j'aurais dû craquer. Parce qu'on les voit pas souvent. On les voit vraiment pas souvent. Et ils sont il y a moins de pages. Il y a beaucoup moins de pages. Voilà. Donc, et puis le lendemain, le vide-grenier, j'ai rien trouvé. C'est terminé. Si, on a vu Pascal. Ah oui, non, c'était sympa. C'était un plaisir de le voir. Ouais. Mais en trouvaille, moi, rien. Bon, c'est terminé, à ton tour. C'est à mon tour. Alors déjà, en fait, ceci, j'ai trouvé il y a 15 jours. Et j'avais totalement zappé, j'avais oublié de le montrer. Ah, tu triches. Je triche, en fait, j'en garde. C'est comme un écureuil. Je les mets sous le coude. Oh. Voilà, j'avais acheté ça sur un stand. Donc ce sont des petits... c'est offert par les stations-service Elf. Et ce sont des extraits qui forment des petites histoires. Et donc, il y en a 18 qui sont sortis. C'est en 1973. Ce qui est marrant, c'est que c'est au format carré, quoi. Surtout voilà, c'est format carré. Donc ils ont refait totalement remonter les pages. Et je trouve ça assez sympa. Ouais, ça fait un objet que je trouve vachement sympa. Ce qui est bien, c'est que... T'as compté combien t'en avais? C'est-à-dire qu'en fait, je les chope quand je les vois. Oui, c'est ça. Ouais.
Oui, c'est ça. Donc certains, je me dis, attends, ça me dit quelque chose là. Je me dis que les prochains seront pour moi. Il y a de fortes chances même. Il y a peut-être même un ou deux doublons. Je dois bien avouer que pour celui-ci, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais celui-là, est-ce que je l'ai pas, je sais pas du tout. Donc là, il était quand même en super état. Donc je me suis dit, c'est bon, je les prends parce que si je m'aperçois que je ne les ai pas, ça va m'agacer. Oh, ça me dit quelque chose. On l'avait pas vu une première fois et tu les avais pas reposés. Oui, c'est ça. Et la fois suivante, t'as craqué. J'ai craqué. Ah, j'ai craqué. T'as été discret parce que ouais. Je me rappelle du stand. J'ai dit, ah tiens, ça finit par partir, mais je savais pas que c'était dans ta poche. Ah voilà, c'était dans ma poche. Oh. Donc il y en a 18, j'ai pas les 18, mais il faudrait surtout que je fasse une liste, comme on me l'a conseillé, et comme déjà, un homme organisé. Là, il y en a 4. T'en as 4 de ouais, il y en a 4. Hein. Et en fait, j'en avais trouvé, le premier que j'ai trouvé, j'avais trouvé ça dans un dépôt-vente. Et c'était une marque de supérette. Donc ça a aussi existé dans une supérette. Alors ça, c'est en neuf. Simplement, j'avais écouté un podcast où ils évoquaient les meilleurs livres interactifs, livres-jeux de l'année. Et ils parlaient de Fleurir en hiver. Je crois que la critique était de Marc Twang. Je crois que c'est son nom. J'espère que j'écorche pas trop son nom. C'est quelqu'un qui... C'est sur une chaîne, ça oui, dont j'ai oublié le nom. C'est bien. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien citer les noms de chaînes et toi... si j'avais préparé... Comme chaîne, c'est la plus... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça là. Bon. Et donc, c'est Fleurir en hiver, donc livre-jeu. Apparemment, je ne l'ai pas encore fait. Apparemment, ce qui est pas mal, c'est que ce sont bien sûr vos choix qui font que vous allez à différents chapitres. Hein, c'est toujours le même principe. Hein. Tiens, voilà, rendez-vous en 10. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tirage de dés. Tout ce sont vos choix qui vont déterminer ce qui va vous arriver, ce qui va se passer. Ah d'accord. Ouais. Et ça a l'air de se passer dans un Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'il est fantastique? Est-ce qu'il est réaliste, historique? Je ne sais pas. Mais là, pas de dés. Et puis ça a l'air d'être une toute petite maison d'édition. Oui. C'est Alconost. Faut pas hésiter. Enfin, faut pas trop tarder, quoi. Déjà, celui-ci, c'est une réédition, parce qu'il a eu un prix. Ce livre a eu un prix. D'accord. Je crois qu'il le mentionne ici. Il a reçu en 2015 le Yastromo d'or, donc récompensant les meilleures œuvres de littérature arborescente. J'aime bien le terme, c'est chouette. Donc là, c'est la réédition de 2018, même réimprimée en 2021. Donc ils ont l'air de suivre un peu leur catalogue. Ouais. Mais c'est surtout, les chances de trouver sur un vide-grenier sont très rares. Elles sont quasiment inexistantes. C'est vrai. Ouais. Hop, si j'étais 6PO, j'arriverais à le calculer, mais je ne suis pas 6PO. Donc, comme on vous disait, l'ami Pierrot faisait sa vente particulière. Et voilà ce qu'il y avait chez l'ami Pierrot. C'est un peu mieux que moi. Hein. Oui, là-dessus j'ai eu de la chance. Parce que il y en avait déjà qui ne soient pas partis. Au moins, t'es pas venu pour rien. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et ce qui est chouette, c'est que il y a déjà alors ça c'est une réédition, c'est le Défi Fantastique 46, l'Arpenteur de la Lune, donc ça commence à être plutôt dans les derniers défis fantastiques. Celui-ci, je ne l'avais pas non plus. Alors ce sont des rééditions dans ce qu'on appelle la V2, c'est-à-dire que c'est la deuxième maquette. Là, ceci c'est la première maquette. Et ce Loup Solitaire, le Loup Solitaire 10, je l'avais dans la deuxième maquette, donc une réédition. Là, c'est la première, ça va, les plats sont chouettes, on sent qu'il a été joué, mais super sympa. Celui-ci, je l'avais pas du tout, et il est nickel. Là, j'ai même pas brossé, j'ai même pas nettoyé pour l'instant, j'ai même pas frotté, il est vraiment super. Et celui-ci, que je n'avais pas non plus. Hop. Tu ne regardes toujours pas la caméra. Donc Loup Ardent, c'est une série de 4 qui est très très réputée. Donc voilà. Donc ça va être chouette. Et déjà, j'avance. Alors je lâche sur les livres de Zotero, je suis assez complétiste parce que je les aimerais avoir tout le full set Gallimard, puis aussi les autres collections.
Et si je les ai dans différentes versions en double, bah, c'est pas grave parce que à la limite je préfère garder la première édition intacte et puis utiliser une réédition pour faire le livre-jeu. Alors ce qui est rigolo, c'est que ceux de la V3, ce qu'on appelle la V3, j'en ai très peu. Il y a juste un que mon frère m'a offert. Faudra que j'en montrerai un dans une autre vidéo. Voilà ce que ça donne. Ouais. Donc voilà les trouvailles pour cette semaine. J'ai un petit peu triché parce qu'il y avait celle d'il y a 15 jours. Mais voilà, ce sont mes trouvailles. Et au vide-grenier? Bah, rien. J'ai rien acheté. On est parti bredouille en fait, oui, tous les deux. Totalement. Ouais. Là c'est bon, voilà. C'était un petit vide-grenier, mais qui s'adressait pas du tout à nous. Non. C'était vraiment un petit vide-grenier dans un petit bourg, très sympa. Les gens étaient très souriants. Ouais. On a pris un café, on a papoté, on a rencontré Pascal qui organisait son vide-grenier. C'était sympa comme ambiance, un peu tôt quand même, mais voilà, là-dessus on n'a rien acheté du tout. Non. Bon, après là on arrive à la fin de la zone blanche, on va dire, et ben voilà. Et les prochaines semaines devraient être chouettes. Ouais, parce que là on a bouclé en 11 minutes. Ah, je crois que c'est notre record. Ouais. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine. On va tricher. On va tricher. On va montrer ce qu'on lit, parce que ça nous arrive de lire aussi. Oui. On ne fait pas que acheter. Donc voilà, pour étoffer cette vidéo, on va montrer ce qu'on va lire. Ok, d'accord. Hop. Bon nous voilà dans notre salle de lecture. Voilà, et on va vous présenter un peu soit ce qu'on a lu récemment. Tu veux chanter le générique de comment ça s'appelle d'émission littéraire? Ah oui. Oui, ça pourrait. Apostrophe, il y avait des trucs comme ça là, quand j'étais gamin. Mais attends, je suis téméraire. Je te demande de chanter. Non. Ouais, surtout, ouais. On va éviter de chanter. Ouais, hein. Ouais. On va éviter de chanter. Ça commence fort quand même. Hein. Oui, donc là, ça commence fort. Je suis en train de lire. Là, vous voyez, j'ai lu les 2 tiers. Ça s'appelle Le Testament d'un excentrique. Donc c'est un cadeau de mon frère. Donc un super cadeau. Donc vous reconnaissez les cartonnages Hetzel. Là, c'est un Jules Verne. C'est un Jules Verne. Le Testament d'un excentrique, un titre beaucoup moins connu que. Généralement, on le met pas dans le top des 5 meilleurs romans de Jules Verne. Mais Jules Verne, en fait, en a écrit énormément. Et donc. Il y a à peu près 60 romans, quoi. Oui, c'est ça. Facilement. Il est vraiment nickel. Avec. Si on peut le voir, je ne vais pas trop l'ouvrir. On va éviter de l'abîmer, justement. C'est la première édition, hein. On peut le voir normalement dans le. Tu veux le prouver? Voilà. Il a la petite croix et en face du titre. Donc là, il a mis des 3 petits traits pour dire ce qu'il avait. Mais au crayon de papier, donc j'ai pas pensé à les enlever. Donc cela, c'est le plat dit à la planisphère dorée. Alors il a un autre nom, mais voilà, il est magnifique. L'histoire, sympa. Alors par contre, il y a énormément d'explications, de présentations de villes aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis. Alors l'histoire, c'est ça. Ça, faut que tu le sautes, non? Faut mieux sauter, ouais. Faut mieux sauter parce que c'est un peu chiant. Ça, à force, au début, tu le lis, puis il y a des trucs, des fois, on saute vite fait, hein, parce que la production de manganèse d'une ville en milliers de tonnes, on s'en fiche un petit peu. Donc ça, on saute un petit peu. L'histoire, simplement. Tu te permets de sauter des passages? Ouais, je saute des passages maintenant. Parce qu'il y a des fois... Avant, je le faisais pas. J'osais pas et je me suis aperçu que à chaque fois, même dans 20 milieux sous les mers, ça me casse un peu les bonbons. Il y a des passages qui sont un peu trop lourds. Et là, il vaut mieux le faire parce que c'est hyper explicatif. Alors c'est super intéressant pour les gens de l'époque pour découvrir les États-Unis de la fin du 19e. Savoir combien il y a de tonnes de manganèse qui a été extrait. Ouais, c'est ça. Alors le nombre d'abattoirs à Chicago, d'un nombre de machin, non, c'est vraiment. Tu faisais tous les jours ça. Ouais, totalement. Dans la conversation. Ah, ça, tu peux le placer tout le temps. Ouais, tu peux le placer tout le temps. Donc, tu feuillettes l'histoire. Ah oui, parce que là je suis en train en plan fixe. Tu es obligé de mettre des images. Donc là. Moi, je vais être obligé de te fouetter surtout. Non, peut-être pas quand même. Donc c'est
les illustrations, hein, vous connaissez un petit peu les principes de ces livres-là. Donc c'est le roman, c'était un livre d'étrennes, donc c'était pour les gens qui étaient les ados très riches, et il sortait donc en fin d'année, alors que la première édition, la vraie première édition en format normal sortait quelques mois avant. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des images qui sont pratiquement beaucoup plus comment dire, ça ressemble à des photos. Voilà, c'est limite photographique. C'est à limite photographique. Alors qu'au début de... Là, oui, carrément, là. C'est fou, hein. Ah ouais, je pense que c'est un autre procédé. C'est plus ce qu'on pouvait trouver 20 ans auparavant, où là, c'était vraiment des gravures. Là, ce sont comme des photos. Donc, c'est vraiment super chouette. L'histoire est assez originale. Et tu connais le nom de la technique de reproduction de photos, là? Non. Mais ça alterne encore, parce que tu vois, là, par contre, c'est une gravure. Oui, c'est une gravure. Là, c'est une photo. Donc, en fait, à la fois... normalement, il précise peut-être au début... Là, 35 vues des États-Unis d'Amérique et la carte des États-Unis d'Amérique. Donc, et 61 illustrations par Georges Roux. Alors, l'histoire, c'est un excentrique, un millionnaire qui meurt. Et déjà, ses funérailles sont un peu excentriques parce qu'il fait partie d'un club d'excentriques de Chicago. Et tout le monde s'attend à ce que son testament le soit, parce qu'il y a 6 personnes qui ont été choisies au hasard dans la ville de Chicago pour accompagner le cercueil. Et tout le monde se dit, bon, va peut-être y avoir quelque chose. Et effectivement, alors là aussi, ça c'est dans les... Il y a des parties en couleur. Il y a des parties en couleur, alors ça c'est je me souviens plus à partir de quelle année, mais c'est après ils ont fait ça, c'était pour en fait importer de la nouveauté, et elles sont magnifiques, alors en couleur ou un petit peu bleuté, celle-ci est un peu bleutée. L'encre bleutée. Ouais, là c'est de la couleur. Donc l'iconographie, enfin les illustrations sont magnifiques. Et donc le testament, c'est simplement, il convie les 6 personnes qui ont été choisies au hasard, plus une 7e qui reste inconnue, à faire une énorme... parce que la seule passion de cet homme d'affaires, qui était multimillionnaire, c'était le jeu de doigts. Et donc en fait, tous les 6 personnes vont faire un jeu de doigts sur le géant sur la carte des États-Unis. Et donc c'est le premier qui arrivera au bout qui aura sa fortune. Et donc voilà, on a des personnes qui sont assez bien écrites, qui sont assez pittoresques. Et voilà, c'est parti pour le grand jeu autour des États-Unis, avec des petites anecdotes. Ça c'est bien fait, les personnages sont assez sympas. Faut vraiment, moi je vous conseillerais quand même de sauter les passages. Alors ça c'est un duel, c'est rigolo ça, mais parce que tout est loufoque dedans. Là c'est un duel, mais alors, ils sont chacun dans un train, les 2 trains vont se croiser et ils se tirent l'un sur l'autre. Donc c'est ça, il y a des fulgurances comme ça qui sont assez vraiment déjantées et très excentriques. Hop. Alors là, vous avez le plan des États-Unis. Et alors, il y a un petit truc, là, c'est ça que j'ai noté ça. Alors, ça va, ça se lit tranquille. Hein. Il y a un petit truc ici que j'ai remarqué. Alors, je sais pas si on va le voir. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Mais là, je sais pas si vous le voyez. Parce qu'il n'est pas assez... Si, on voit un petit peu. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été découpé. Il y a une déchirure. Et là, je me suis dit, ah merde, qu'est-ce qui manque? Alors, j'ai regardé dans les livres de référence que j'avais, ce n'était pas une illustration. Et je me suis souvenu, dans un carton, j'avais ceci. La version brochée. Parce qu'en fait, Jules Verne, c'est aussi sorti en broché, hein, c'était beaucoup moins cher. Donc voilà. Et donc, page 160, qu'est-ce qu'il y a? Celui-ci, on peut l'ouvrir parce qu'il est broché. Et merde, il y a la page qui a été déchirée. Et donc, il me manque ceci dans le cartonnage. Donc, bon, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, un coup de cutter, hop, un coup de colle, et puis je vais compléter comme ça le Hetzel. Puis ça m'embêtait de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, ça, je vais peut-être provoquer quelques crises cardiaques. De faire ça. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, il faudrait que je le fasse bien en direct et puis que j'envoie ça
au club des Verniens. Ouais. Ça serait drôle. Et donc, ça, tu te ferais lyncher. Ouais, c'est ça. Ils me retrouveraient. Je les aiderais. Donc je vais peut-être simplement faire une photocopie couleur parce qu'il faut trouver un exemplaire en très mauvais état et à un prix raisonnable. C'est bon. Je vais tout simplement faire une photocopie couleur du jeu de loi et puis je vais le glisser dans le livre. Et je pense tout simplement qu'ils l'ont découpé pour mon usage personnel. Je pense qu'ils l'ont découpé, les personnes, simplement parce que c'était beaucoup plus pratique de l'avoir sorti. Parce qu'à chaque fois qu'ils annoncent les numéros, ça permet de savoir exactement, de suivre un petit peu. Dans l'histoire. Ouais, ça permet de suivre dans l'histoire où ils doivent aller. Voilà, il y a le premier personnage, ils font un double 6. Bon, à l'époque, il faut qu'il aille dans le New Mexico, alors qu'il partait de Rhode Island. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est qu'à chaque état, faut que vous alliez et vous avez une durée de temps. Donc ça va si l'état est pas très loin, mais si l'état est à l'autre bout des États-Unis, c'est chaud pour y aller. Donc c'est ça. Voilà. D'accord. Donc on peut, avec un mauvais esprit, on peut soupçonner la personne qui a eu la première fois cet exemplaire n'a pas lu ou n'a pas joué, ou s'en fichait totalement. Oui, la personne qui l'a eu, la première personne, je pense, a dû le découper. Parce que bon, non, mais sur cet exemplaire. Sur celui-ci, non, il n'y a pas joué. Ouais, sur celui-ci, non, il n'a pas. Bon, donc j'ai au moins un exemplaire pour faire ma petite photocopie couleur. Voilà. Et donc, voilà, alors, c'est sympa. Moi, je le classerai pas dans. Ah oui, merde, j'ai perdu la page. Je le classerai pas dans le top 5 des Jules Verne. Mais il y a des petits passages. Non, mais ça se laisse dire. Il se laisse bien lire. Parce que moi, Robur le Conquérant, j'en ai encore mal. Ouais, c'est ça. Robur le Conquérant, je l'ai pas terminé. Je suis là, celui-là, non. Non. Sincèrement, moi, je l'ai terminé et je trouve que tu as bien fait de ne pas le terminer. Alors celui-ci, pas de problème. C'est loufoque. Donc ça, c'est sympa. Alors là, on va tout de suite dans le livre de poche. J'en mets 2 pour le prix d'un. Les Goonies, donc c'est la novélisation du film. Bon, on vous rappelle simplement, c'est que ça c'était avant encore. Il y avait peut-être des VHS, mais simplement pour les gens qui avaient vu le film ou qui avaient loupé le film. Il y avait une novélisation, ce qui permettait en fait aux personnes de relire de connaître l'histoire. De connaître l'histoire. Et des fois j'ai eu des très bonnes surprises. La novélisation d'E.T. était très agréable à lire. Les Goonies, très agréable. Mais bon, voilà, sympathique. Quand on est fan du film, ça passe. J'avais bien aimé le film. Le roman passe aussi. Assez sympathique. Voilà. Donc là. Alors, le chat qui aimait la brocante, tout simplement, c'est parce que ça parlait de brocante. C'était le premier roman, c'est un roman policier. Donc, et à chaque fois, du même auteur, c'est une jeune, enfin, non, c'est pas une jeune femme, justement, c'est une femme assez âgée qui écrit des polars. Et à chaque fois, ça s'appelle le chat qui. C'est chiant. C'est très chiant. Moi, je ne le recommande pas du tout. C'est inintéressant. Le seul truc vraiment qui m'intéressait, c'est parce que c'était dans le milieu des brocanteurs. Sinon, l'intrigue, c'est 3 lignes. La résolution, c'est 3 lignes. C'est pas très intéressant. Et c'est même pas crédible du tout. Mais bon, j'ai lu pire. On va vite. T'as lu pire? Ouais. Ouais. Oh. Ouais, faudrait que je retrouve, mais je crois que je l'ai jeté le livre de rage. Tellement c'était crétin à la fin. Bon. Là, c'est mon frère qui me l'a offert aussi. Alors là, c'est un livre national, donc Talendier. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment pas courant à trouver. Donc c'est les livres 60 centimes. Donc c'était vraiment des livres pas chers du tout, tirés à beaucoup d'exemplaires. Et c'est le filleul d'Aramis. Donc c'est dans la continuité des romans de Dumas. Et c'est très sympa. Vraiment très sympa. Alors ça n'a pas été du tout réédité. C'est Paul Mahalin. Il en a fait plusieurs. Pour l'instant, j'ai que celui-ci. J'espère trouver les autres, mais c'est un peu chaud pour les trouver. Alors que c'est du très bon roman de KPDP. Alors bon, le papier, c'est de la merde. L'impression, c'est pas terrible. Mais c'est un équivalent du livre de poche, quoi. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent du livre de poche pour l'époque. Il mettait le principal, c'était que ça coûtait le 5e d'un livre normal, qui coûtait autour de 3 francs. Là, c'est 60 centimes. Il y avait une accroche avec une belle illustration.
Alors là, j'ai mis du papier... C'est vulgaire à l'illustration. Oui, c'est ça. Là, j'ai mis un papier Japon là, pour le protéger un peu. Papier cristal, plutôt. Papier cristal, oui. Papier cristal. Okay. D'ailleurs, je me demande... Tu te trompes. Je crois que c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas ce papier cristal. Parce que c'est... Non, c'est pas moi qui l'ai mis. Il devait déjà être, parce que j'ai un autre papier cristal qui est pas exactement comme ça. Donc, talendier, donc les fameux talendiers rouges. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est très bien, c'est bien écrit, l'histoire est assez amusante, il y a plein d'événements historiques, et c'est avec des personnages qui viennent. On rencontre Aramis qui est hyper vieux, tous les autres personnages, eux, ils sont morts parce que ça se passe vraiment très longtemps après, et un des personnages, c'est un adversaire de D'Artagnan. Qui en fait a été blessé lors du fameux duel, l'un des premiers duels, ceux qui soudent l'amitié entre les trois mousquetaires et D'Artagnan. Il a été blessé, il est rentré dans ses terres, il a eu un enfant et c'est l'enfant qui l'élève avec des bonnes valeurs. D'accord. Voilà. Donc très agréable à lire. Si vous aimez le rouge, parce que je t'ai interrompu. C'est ce qu'on les appelle les talendiers rouges, parce que le bord, le tour est rouge, parce qu'en fait il y a aussi les talendiers bleus aussi qui existent. Okay. Voilà, c'est ça. Et après, ils ont leur propre collection romans de KPDP. Alors là, c'est à cause de moi. C'est à cause de c'est à cause des geeks belges. Simplement parce qu'il m'avait dit, ouais, j'ai lu le Pacte Noir. Non, c'est un grand raciste. Alors je lui dis, ah bon. Non, j'avais beau me dire que. Me dire le contexte c'est années 30, ça a été écrit dans ces trucs-là. Il me semblait qu'Howard était relativement ouvert, surtout par rapport à Lovecraft. J'ai mis il y a le mot nègre, ok. À toutes les pages. Mais là, dans une nouvelle, une nouvelle, c'est à toutes les pages. Dans une nouvelle, c'est à toutes les pages. Et ils sont, un bon nègre, il a peur. Et il se fait tuer. Ouais, ou alors il est très agressif et il est en train de préparer un mauvais coup. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, ce qui fait que j'ai sorti celui-ci de ma bibliothèque. Dans mon souvenir, je ne l'avais jamais lu. Je l'avais acheté. Alors, j'ai les Néo. J'en ai beaucoup. Je dois arriver maintenant. Simplement c'est parce que quand j'étais étudiant, j'étais à Poitiers. J'avais été dans une librairie qui s'appelait. Je suis en train de raconter ma vie là. Oui. Ça va t'obliger à faire des trucs. En gros, grosso modo, je veux avoir tous les Néo. J'en ai beaucoup. Tu as fait une vidéo. C'est vrai. Donc regardez la vidéo, allez voir la vidéo, mettez un pouce bleu, inscrivez-vous, inscrivez votre grand-mère, mettez des commentaires. Voilà. Parce qu'on aime bien ça, les commentaires. Voilà. Et donc, je l'ai lu. J'ai lu les premières nouvelles. Alors, je vais voir le menu. Ouais. Donc présentation de François Truchot, c'est souvent lui qui présente et puis c'est souvent lui qui traduit. Ah, je l'ai sauté ça. Le loup-garou, ça va. Le cairn de l'homme gris, ça passe. C'est Magie Noire à Canaan, où en fait il y a le mot nègre à toutes les pages. Faut vraiment le voir. Effectivement, c'est années 30. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme une sorte de document de l'époque. Moi, l'état d'esprit de l'époque et en même temps mêlé des peurs qu'il peut y avoir sur les insurrections. Je pense que ça vient carrément de toutes les insurrections qu'il y avait eu des esclaves au 19e, où en fait les Noirs se révoltaient et en fait passaient au fil de ce qu'ils pouvaient d'ailleurs de l'outil, tout leur mettre pour essayer d'être libres. C'est une nouvelle qui n'est pas très intéressante. C'est le feu d'Ashurbanipal, bof. L'horreur des abîmes, ça va. Je sais plus. J'arrive même plus à m'en souvenir. C'est la nouvelle interminable. Avec la jeune fille, le mec. Je l'ai sauté ça. J'ai pas été jusqu'à la fin. Ah ouais. C'est chiant. Ah, moi je l'ai fait en deux parties. Ouais. Et je te confirme, c'est chiant du début jusqu'à la fin, avec un paquet de clichés. C'est vraiment pas du bon Howard. Ah ouais. Alors les guerriers du Valhalla, j'ai trouvé ça chiant. Ouais. Pas du tout intéressant. Et c'est là où je me suis arrêté. La vallée du verre. Là j'ai pas été jusqu'à la fin. C'est dommage parce que
moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé ce recueil. C'est pas très intéressant. C'est vraiment le dernier Howard qu'il faut lire. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est. Ah, c'est triste à dire, parce que. Est-ce que c'est ses premiers écrits, c'est les moins réussis. Pour moi, c'est les moins réussis. Et t'as le dernier. T'as une petite surprise. Ah, bon. Non, c'est pas tellement au niveau de l'histoire, mais t'as un petit détail. Ah, il meurt à la fin? Ça, on s'en fout. je peux pas te le dire. D'accord. Donc, ne commencez pas par celui-ci quand vous voulez lire du. Ouais. Ne goûtez pas avec ça. Voilà. Non. C'est pas pour vous, les enfants. Du Conan. Ouais, là, ça marche. Là, Conan. Je veux dire, c'est le texte est bien, c'est poétique, c'est bien fait. Là, j'ai vraiment été déçu du début jusqu'à la fin. C'est vraiment pour les complétistes, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc bon, ça c'est fait. C'est habillé. Hop là, ça c'est lié. Hop là. Donc là, la librairie Talendier. Donc par Mathieu Le Tourneux. Alors Mathieu Le Tourneux, c'est un spécialiste de la littérature populaire et il a un site. Alors l'adresse, vous tapez Mathieu Le Tourneux, livre populaire, et je pense que vous allez tomber dessus. Il a fait comme ça des fiches sur un petit peu différents auteurs. C'est un site tout simple, mais il est très chouette. Ça permet vraiment de voir des auteurs, et il donne un peu son avis. Ce qui est intéressant aussi, ça c'est intéressant pour savoir si ça vaut le coup de lire, le coup de le lire, ou si certains sont datés, quoi. Il y a des auteurs, ils ont pissé de la copie et c'est daté. Ouais. Donc c'est un bouquin documentaire, quoi. Là, oui. Oui. Là, il explique en fait toute l'histoire de la librairie Talendier. Bon, vous voyez, j'en suis à peu près un bon tiers. Et il y a quelques petites images au milieu. Voilà, on retrouve les premières collections populaires. Donc la rouge et la bleue qui est là. Donc oui. Et vous avez là, ça c'était des revues. Ça, ce sont des rééditions un petit peu plus tardives. Vous voyez que le prix a changé, donc c'est un petit peu plus tard. Là, on retrouve H.J. Magog, dont on a déjà parlé. En bien. En très bien. Là, vous avez la collection Cinéma Bibliothèque. Oh, bah, t'en as trouvé très, très sympa. Ouais, j'en ai plusieurs. C'est que tu les as peut-être jamais vus, mais celui-ci, je l'ai pas encore lu, celui-là. Alors, Léon Zazie, c'est lui qui a fait. Celui-là, tu l'as pas encore lu? Ouais. Il meurt à la fin. Menteur. Léon Zazie, c'est lui qui a créé, avant même Fantomas, il a créé Z comme Zygomar. Donc c'était aussi un super méchant. Cette collection-là, l'intérêt, c'est qu'en fait, il y a des photos de films de l'époque muet. Donc ça, c'est chouette. Oh la vache, ça a l'air quelque chose, celui-là. Hein. Ouais. Les horreurs que nous avons vues. Pam. Ouais. Le crime des évacuations. Bon, on sait pas trop. Donc voilà, ça vous donne un peu un aperçu de ça. C'est beaucoup plus récent. Et donc ce livre-là, je l'ai trouvé à Noz. Non. Si. J'ai trouvé à Noz, à la grande époque de Noz. Je l'avais trouvé à Noz. Ah ouais. J'ai bondi dessus. Ah, tu m'étonnes. Donc ça c'est assez complet, hein. C'est assez tafus, on va dire. Merde, je suis en train de chercher un mot français. Lourd, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Lourd, parce que complet. Oui, c'est ça. Ouais. Hop, et je vais terminer par un classique. Alors bizarrement, bon c'est un facsimilé, hein, non, attention, ne vous inquiétez pas, c'est un facsimilé. Ils ont tous vu. Ouais, ils s'en doutaient. Je sais plus si on l'a montré celui-ci, si j'ai acheté. Alors, il est très sympa celui-là, parce que tu vois, il a déjà une histoire, il avait un petit ex-libris qui est assez mignon. C'est pas mal. Ah ouais, c'est chouette. Donc là, c'est un facsimilé donc de 84, je crois, et c'était le facsimilé noir et blanc. Donc, de l'édition originale de 1934. Donc que du noir et blanc, il n'y a pas de normal, il n'y a pas les images en couleur, voilà. Et je crois que je ne l'avais jamais lu en noir et blanc. D'accord. Et ça fait un sentiment qui est très curieux. Parce que quand on a l'habitude de le lire en couleur, des gags, déjà le dessin, mais les proportions, déjà, bon, le bateau, le bateau déjà, c'est un peu foireux. Les longueurs de main, les longueurs des bras. Ah. Disproportion avec les jambes, et en fait, au début, tu dis, tiens, regarde là,
C'est bon, on sent qu'il est pas encore au point de vue dessin. Au niveau du gag, ça passe. Et en fait, c'est une histoire qu'on connaît. On la lit en noir et blanc et en fait on a un sentiment qui est vraiment bizarre parce qu'on la connaît cette histoire et on le voit avec les dessins, on voit des fois on se souvient plus, tiens c'est bizarre ces bulles là ça me dit rien et on a à la fois on a le sentiment déjà de connaître l'histoire et en même temps de la redécouvrir et surtout ça fait un petit peu comme si c'était alors que c'est pas le cas, c'était un album fini qui était fait, si Hergé n'avait pas eu de succès, ça aurait jamais été refait en noir et blanc, en couleur et amélioré et redessiné. Ouais. Et on a l'impression que c'est comme si c'était un brouillon. Alors que non, c'était quelque chose qui était fini. Brouillon, c'était quand même bien improvisé à l'époque. Il improvisait. Il y a un sens du gag en fait qui est là. Et en même temps, tu as des passages qui sont pas mal. Bon, là on retrouve ça. Alors c'est marrant parce que ce passage-là, ça m'a toujours fait penser à Les Tribulations d'un Chinois en Chine. C'est le même passage. Dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine, en fait, Belmondo et Jean Rochefort se retrouvent dans des cercueils en pleine mer. Ouais, mais ça se trouve dans le Tribulation d'un Chinois en Chine, c'est un roman de Jules Verne aussi. Ouais. Mais le passage existait ou pas? Je sais plus. Je l'ai lu il y a très très longtemps et je me souviens plus beaucoup. Cela dit, d'après ce que j'ai compris, Tribulation d'un Chinois en Chine, c'est très inspiré de Tintin. Les Tribulations étaient avant. Mais non, mais le film. Je pense que le film est plus inspiré par Tintin. Voilà. Parce que c'était l'époque où il y avait un côté très Tintin dans Belmondo, que ça soit dans L'Homme de Rio, dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Et je pense que c'était peut-être plus. Alors là, par contre, ce que j'avais pas remarqué, c'est que c'est un acteur de l'époque, c'est Rudolph Valentino. Là. Et je suis pas certain que dans la version couleur c'était aussi flagrant le dessin humoristique. J'ai envie de dire les versions couleur ça a tout standardisé. Ouais. Voilà, il a fait le texte, c'est pas la même écriture. Là je préfère cette écriture là en lettres capitales, je trouve ça plus joli. Au début on est surpris et en fait on se prend au jeu et il y a un côté très sympa. Honnêtement, moi sincèrement ces versions en noir et blanc, Henri de Montfred, je les préfère largement parce que le scénario est ce qu'il est, mais le dessin est en corrélation avec le scénario. Ouais, qui a un côté un peu déjanté, des gags et tout. Alors que donc dans les versions couleur, il a corrigé le dessin, mais il n'a pas corrigé le scénario. C'est vrai. Alors des fois, ça fait des décalages pour moi qui sont énormes. Et le plus gros décalage pour moi, c'est dans Tintin au Congo. Ouais. Tintin au Congo, j'ai envie de dire, on le comprend mieux avec les dessins comme ça d'origine. Oui. Ouais. Alors que ça en fait quelque chose de, je sais pas. Moi, j'ai jamais aimé Tintin au Congo. Je trouvais ça naze. Bah oui, c'est naze. Comme histoire. Et on comprend mieux j'ai envie de dire, avec les vieux dessins, on comprend mieux le contexte. Ouais. Oui, là, ce qui est intéressant dans Hergé, de toute façon, c'est qu'on sent qu'il y a une progression, comme quelque chose un personnage qui évolue, il y a toujours des choses un petit peu plus... Ouais, ce passage-là où il taille une trompe, en noir et blanc, tu l'acceptes mieux. Oui, c'est vrai. Parce que le dessin fait plus enfant et que c'est plus... Non, mais c'est vrai que quand on a dépassé le cap de se dire mais c'est un brouillon, c'est agréable à lire. Donc, dépensez pas des milliers de cents à acheter les versions facsimilées, elles sont super chouettes. C'est du bon boulot. Niveau facsimilé, c'est plutôt chouette. Oui. Après, on a eu une fois l'occasion d'avoir en main un Lotus bleu noir et blanc de l'époque. Hormis l'émotion de se dire que waouh, sincèrement, les facsimilés, ils sont très bien. Oui, en plus, ce qui est rigolo, c'est que comme c'est du papier,
le papier jauni avec l'âge, et parce que c'est de 84, donc maintenant ça fait 40 ans. Et ce qui fait que ça rejoint finalement de plus en plus, ça ressemble de plus en plus à un vrai, quoi. T'as des petits trucs d'encre là. Mais donc, c'est très agréable. On va terminer sur cette note très positive. Faut le lire aussi en noir et blanc. C'est effectivement les premières aventures, c'est sympa. Voilà, c'est une petite présentation de ce qu'on a lu. À mon tour. Ouais. Ciao. Bon, c'est mon tour. Hein. On fait un jeu de chaises musicales. Oui, un peu. Mais ouais. Donc, je vais commencer par un Doc Savage. Doc Savage. Un de plus. Parce que j'en ai lu facilement une bonne dizaine, je pense maintenant, facile. Je crois qu'en France, il y en a eu 40 qui sont sortis. C'est du pulp années 30. Et ce qui m'a incité, c'est un mec qui m'en a proposé, qui en avait trouvé dans une boîte à livres là, récemment. Mais tout un paquet, quoi. C'est tout ça au moins, quoi. Ok. Et je suis pas marseillais. Et il m'a dit, ouais, j'ai quelques doublons, tout ça, est-ce que tu les veux? Puis il manque de bol, je les avais déjà. Et donc, mais du coup, ça m'a remis dedans. Donc un de plus, là je suis dedans. Donc, alors le personnage, je sais pas si tu connais. Tu m'en as parlé plusieurs fois. Et oui, voilà. C'est pas ton truc. J'ai hésité. Alors si ça se trouve, si je commençais à tomber dedans, mais comme je suis déjà j'ai lu pas mal de Bob Moran, je me suis dit j'ai l'impression que ça fait un peu doublon par rapport à Bob Moran. Moi personnellement, je trouve ça, non pas la même chose. C'est vraiment une équipe de c'est une série télé, milliardaires aventuriers. Ouais, tu me rappelles je peux chanter le générique si tu veux. Vas-y. C'est l'amour du risque, non? C'est pas ça? L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, des justiciers milliardaires. C'était naze. Stop. Bon là, je veux dire, faut aimer ça, hein, parce que il y en a certains. Je me suis bien amusé, puis il y en a d'autres. Alors, Kenneth Robson. Alors, j'ai lu quelque part que c'était un nom générique de plusieurs personnes. Ah, ok. Ou, je sais pas. J'ai assez peu vu d'infos sur d'infos là-dessus. J'avais trouvé un vieil article dans un Phoenix, une revue Phoenix. Non. Même Wikipédia, j'ai du mal. Il faudrait que je trouve d'autres sources. Mais nickel en tout cas, super. Ouais, il était nickel. Parce qu'il n'avait pas été lu. Ah, et il s'est cassé quand tu l'as ouvert. Il s'est cassé quand je l'ai ouvert. Et tous ceux que j'ai trouvés, ils se cassent parce que la colle est cassante. Donc il a fallu que je ne les lise pas. Ouais, pour pas que ça se casse. Mais j'ai envie de les lire. Voilà. Et donc, c'est tout ce qu'on peut trouver, la jouvence, le machin, enfin tous les clichés de l'époque. Mais je trouve ça savoureux. Ouais, moi, Doc Savage, moi j'ai découvert ça dans Spécial Strange. Il y avait une aventure avec l'araignée. Ah oui, Amazing Geek en a parlé. En disant que cet épisode-là, avec Spider-Man, ne sera jamais réédité. Parce qu'ils ont perdu les droits. Et elle était super. Vraiment, super histoire. Donc là, tout à fait différent. Là aussi, je suis sur la fin. Stanislas Lem, il est plus connu pour Solaris ou Le Bréviaire des robots. Là, en gros, il y a une planète, a priori avec une atmosphère, une mer, un truc comme ça, sauf que la planète est désertique. Oui. Il y a un vaisseau qui va là-bas, un vaisseau militaire, et plus de nouvelles. Un deuxième vaisseau
va là-bas, constate, on finit par retrouver le premier vaisseau, donc tout le monde est mort. Et il n'y a pas un être vivant sur la terre ferme. C'est vraiment du désert. Ok. Voilà. Alors, il y aura une explication. Je peux pas, même pas dire, sinon ça va tout gâcher. Mais c'est bien. J'aurais aimé plus de dialogue, plus de machin, parce que tu vois, le texte est massif, tu vois. Ah, ok. C'est, j'ai envie de dire, ça vieillit, oui. je dirais. L'idée, je l'aime bien, mais c'est, j'ai un peu de mal, mais bon, voilà, Stanislas Lem, je connais mal. Donc, ça doit être le troisième que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé Solaris, moi, en bouquin. En bouquin, parce ouais, parce que en roman, en film... c'est deux trahisons, d'après ce que j'ai compris. Ah ouais, je n'ai pas trop apprécié. C'est avec Georges Clooney, si je me souviens bien. Oui, et puis la première, c'est Tarkovsky. Tarkovsky, ouais. Exact. Tarkovsky, j'évite. Mais celui avec Georges Clooney, je joue... Bon. Ouais. Sans plus. Hop, bon, changer de registre. Ah, totalement. BD. Alors, Libon, moi j'aimais bien Jacques le Petit Lézard Géant. Oui, excellent. J'avais adoré. Ouais. Ça, j'aime moins. Mais bon, j'avais tellement adoré Jacques le Petit Lézard Géant que ça passe. Que je peux moins aimer, quoi. Là, en gros, c'est 3 gamins qui ont, je sais pas, 6 ans, 8 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Ils sont vraiment, ils font bêtise sur bêtise. Voilà. Quand ça paraît quand on lit dans Spirou, c'est assez sympathique. Parce que en fait, c'est des petites histoires. Voilà. En petites histoires, c'est vraiment très sympa. Voilà. Là, ça fait peut-être beaucoup à la fois, donc faut lire peut-être en plusieurs fois. Ouais, c'est un petit peu le syndrome Boulet-Bill, quoi. Ouais, voilà. À petite dose. Ouais, c'est ça. Et le dessin, il est... Ouais, il y a des trucs... Ils font que des bêtises. Ouais, il y a des scènes qui étaient amusantes, en fait, où il y avait un côté quelque part très petit Nicolas en version un peu améliorée, différente. Ouais. C'est quand ils sont en train de chercher un souterrain et un passage secret dans leur école. Ouais. Et j'ai trouvé ces gags-là, j'ai trouvé assez chouette, quoi. Ça fait vraiment des choses qu'on a pu faire à l'école, des petites choses de gamin, quoi. Je me souviens, dans notre école, en fait, le grand jeu, il y avait un grand mur en pierre qui était juste à côté du bac à sable, et le grand jeu, c'était de creuser un trou dans le mur pour faire un passage, comme des évadés, quoi. Il y avait un côté la grande évasion. Et une fois après, donc on avait réussi à déchausser les pierres. On voyait, donc on avait fait un trou, on voyait le jardin du voisin. Et on ne pouvait pas encore passer la tête et ni passer donc le grand but, les vacances arrivent, on se dit bon bah nickel, à la fin des vacances on va pouvoir passer chez le voisin, quoi. Et en fait pendant les vacances, ils ont bouché le trou, ils ont mis du béton. Voilà, c'est souvent ça. La fin de l'évasion. Ah ouais. Voilà, donc bon, il y a un téléphone qui sonne là. Oh, ça c'est le tien, ça. Oui. Ouais. Donc bon. Il rappellera. Ouais. Donc c'était, j'ai trouvé ça assez sympathique, mais à petite dose. Mais c'est vrai que le côté, petit Nicolas, c'est... autre chose, là c'est du Trondheim, c'est 2 envahisseurs à la manque. Kaput et Zoski. Donc la Trondheim est pas tout seul, donc je sais pas à quel point. Je l'ai relu. Et j'ai moins aimé. Ah. Mais bon, il se trouve dans des trucs pas possibles. Il y en a un, il est particulièrement méchant et bourrin, et l'autre un peu plus fin, mais pas beaucoup. Donc c'est du gag. La première histoire que j'avais lue, celui-là, bon, il aime bien tuer les gens. Enfin, il veut faire des carnages, que des trucs comme ça. Ouais.
Ah, c'est un extraterrestre dans toute sa splendeur. Quoi. Voilà. Et donc, par hasard, il gagne au loto, puis après, il mise tout, il fait sauter la banque. Enfin, en fait, il conquiert la planète sans s'en apercevoir. Ah, ok. Et celle qu'on vient pas, il finit par se barrer. Et là, bon, c'est un peu toujours comme ça. Ils veulent envahir, et puis bon, ils font que des sont crétins, quoi. Ouais, ça me rappelle un Marjorin, ça. Possible, ouais. Et donc là, je veux dire, Marjorin, où il y avait un extraterrestre qui voulait conquérir la planète Terre. Ah oui, c'était un seul récit. Ouais. La fin était géniale. Ouais, c'était vraiment très génial. Vraiment très très bien. Oh, donc là, ouais, c'est. Donc il y a eu deux tomes. Je crois que il me semble que ça a été adapté en dessin animé. C'est donc voilà. Ok. Après, j'ai eu une période, j'ai envie de dire, Mashro, chlorophylle. Oh, superbe. Ouais, non, ça c'est la magie d'Internet. J'ai pu me le payer à un prix. Bon, il a des beaux défauts. Ouais. Et donc, chlorophylle, c'est une BD animalière. Donc. Alors l'exemplaire est bizarre parce qu'on dirait que je sais pas ce que c'est du. On dirait que c'est de l'encre. Au début j'ai eu peur parce que. Tu as cru que c'était des moisissures? J'ai cru que c'était de la moisissure. J'ai fait un pari parce que j'ai dit bon ça va, ça atteint pas les dessins. Tu l'as mis en quarantaine quand même? Non, parce que je me suis dit, ouais, on dirait, je sais pas, une espèce d'encre ou un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est passé par le dos. Par le dos. Ouais, une mauvaise réaction. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, une espèce d'effet de rouille ou un truc comme ça. Enfin bon. Donc, chlorophylle, l'héros, il aura un comparse assez rapidement. Et donc, ouais, il combat souvent les rats. Les rats noirs qui veulent s'imposer sur le territoire. Et ouais, il y a un petit côté subversif quand tu as une lecture adulte derrière. Ouais, c'est pas mal parce que tu vois que tu as des opportunistes, des complices, des machins. Ouais, tu peux avoir une lecture adulte derrière. Ouais. Et je trouve ça très sympa. Ouais, et voilà. Donc, je dirais que le prochain est pour moi. Hein. Si en fait, si je peux tomber sur. Ouais. Donc il en a fait toute une série. Et ça c'est le premier, parce que ça en fait c'est le deuxième. Alors ça c'est le premier, c'est une réédition. Oui. Donc tu vois, c'est le premier. Mais il a marqué 3. Voilà. Ça a été réédité, mais n'importe comment dans les années 80. Et surtout, il y a eu un problème parce qu'ils ont dû perdre, ou alors les films se sont abîmés. Et les textes ont été réécrits, mais d'une très très mauvaise manière. Je sais pas, ils ont fait faire ça par le stagiaire, j'en sais rien. Peut-être. Et donc ça gâche pas mal le plaisir de la lecture. Bon, il reste quand même que l'histoire est là. Et bon, voilà, on avait vu ça aussi, problème de texte sur un Black et Mortimer comme ça. Ouais, totalement. Donc là, en plus, ils ont complété parce que la norme, c'était le 45 pages dans les années 80. Donc avec d'autres dessinateurs, tu vois, Greg, c'est pas les mêmes. Ah oui, c'est vraiment, il n'y a aucun respect là. Ouais, non, là c'est. Alors c'est lequel qu'il faut regarder, c'est celui-là qui est pas mal. Donc tu vois, les animaux sont des animaux, ils sont à poil, machin. Et là en fait, ils vont faire dans celui-là, les croquillards, ils vont voyager. Et ils vont échouer sur une île. Et sur l'île, en fait, les animaux sont habillés. Mais vous êtes tout nus, ma parole.
Ah, c'est rigolo ça. Ça se fait pas. Ah mais en gros, vous êtes des sauvages un peu. Ah, c'est marrant ça. Et donc ils vont Ils découvrent les vêtements. Voilà, ils découvrent les vêtements. On va leur donner un boulot. Voilà, c'est... Et donc, comme par hasard, le méchant se retrouve là, Anthracite. Et donc, il y a toute une histoire. Il y a un petit côté, limite amoral, quoi. C'est pas mal à lire, ça. Et bon, on trouve les éditions qu'on peut. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une intégrale qui est sortie ? Oui. Et il y a une chaîne YouTube des fans de Raymond Machereau. Je la mettrai en description quelque part. Où le mec, oui, il est ultra fan. Mais il fait ça de manière très bien. D'accord. J'ai juste vu une vidéo ou deux. Et je regarderai ça ce soir. Ouais, ça vaut le coup. Et c'est vrai que ça date de quelles années ces éditions-là ? Ça, c'est dans les années 80, je crois. 80 ? Alors, je sais plus de quelles éditions 83. Je pouvais lire quand j'étais gamin. Parce que j'en ai lu gamin et je trouvais ça vraiment chouette. Mais les histoires sont vachement chouettes, quoi. Et moi, j'ai découvert ça vachement tard, Chlorophylle. Parce que je connaissais Sibylline dans le journal Spirou. J'étais pas fan du tout à l'époque. Il a fallu que je redécouvre ça par la suite. J'ai une nette préférence pour Chlorophylle par rapport à Sibylline. Et donc, tu vois, ce genre de dessin, je les trouve chouettes, là. Et donc, apparemment, Machereau devait pas être super bien dans le journal Tintin. Parce que c'était le journal Tintin. Alors, comme je t'ai montré, le premier... c'est sorti en toile de toilette. Voilà. Et après, c'était du Jeune Europe. Après, ça a été du brochet. Et là, il n'a pas compris pourquoi on le collait en brochet. Je crois que il n'a pas apprécié et qu'il a fini par se barrer. Mais un peu à cause de ça. Ouais, ils ont fait la même chose pour Reading, où ils ont sorti les premiers Jarry en dos toilé et après que du Jeune Europe. Ouais. Péché de jeunesse. Et donc là, c'est son passage au journal Spirou. En général, les éditeurs se marchaient pas trop sur les pieds. Il y avait des sortes de gentleman agreement. Oui, clairement. Et donc, il y avait quelques exceptions, dont Machereau, qui passe dans le journal Spirou, qui crée Chaminou. Sauf que je sais plus trop pourquoi, apparemment, ça n'a pas du tout marché, Chaminou. Ils ont sorti un album, et c'est tout. D'accord. Et après, il a créé Sibylline. Donc voilà, ça c'est une collection Péché de jeunesse. Il y a des bons titres dans cette collection. Justement, ils ont commencé à s'apercevoir, depuis, qu'ils avaient quand même un patrimoine. C'était le début où ils prenaient conscience de leur patrimoine. Et cet album-là a beaucoup marqué les gens. Donc ils l'ont ressorti. Et en fait, le personnage, c'est un détective du service secret. C'est sur une île, donc Zoholand, où en fait, pour que les animaux puissent s'entendre entre eux, ils sont tous devenus végétariens. D'accord. Voilà, donc il y a interdiction de manger quelqu'un d'autre. Tu as tout un système économique basé sur les nouilles, machin. Ça a été bien pensé. Et donc Chaminou, il a une secrétaire, une blonde complètement crétine.
Et tout le truc justement, c'est que... C'est une enquête dans ce... C'est une enquête, mais justement contre un crompire. Et un crompire, c'est un cannibale, en quelque sorte. Ah, d'accord. Et il y a toute une histoire, il y a un truc, c'est pas très clair. Et l'histoire est géniale. Moi, j'ai lu quand j'étais gamin, j'avais pris ça à la bibliothèque. Donc l'album est sorti en 65, 66, je sais plus. D'accord. Et donc à l'époque, c'était pas sorti en album? C'est sorti en album. En 66? Ouais. Ok. En jamais... Non, pas non. Non, en Dupuis, donc en album cartonné, machin. Ouais. Et pendant des années et des années, il n'avait pas été réédité. Et donc la collection Péché de jeunesse. Remédier à cela. Voilà. Que je ne sais même pas quelle époque. Enfin bref. Et l'histoire est super bien, quoi. Et donc pour terminer, un album hommage à Chlorophylle fait par Haussmann. Ah, ça lui va bien. Ouais. Je suis pas totalement conquis par l'histoire. Par l'histoire. Ouais. Ah, donc retiré des collections, donc il vient d'une médiathèque. Oui, voilà. Mais bon, pour la trouver d'occasion, bonjour. Oui, bah, tu m'étonnes. Voilà, donc il n'est pas fouillement luxé, donc ça c'est bien déjà. Enfin bref. Ouais. Et donc, ouais, c'est. Je reviens à un crossover Haussmann. Machereau. Enfin, Chlorophylle. Je trouve que ça retrouve pas exactement l'état d'esprit, personnellement. Mais bon, Haussmann, tu craches pas sur Haussmann. Oui, le dessin est beau, quoi. Ouais. En fait, je dirais que c'est un petit peu une sorte un petit peu l'équivalent des Spirou Par, quoi. Ça va, chacun y met un petit peu ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais t'as bien fait de le prendre, je pense, envers un exemplaire de bibliothèque, parce que effectivement, en vide-grenier, laisse tomber. Bon, ce genre de truc, ça finit par s'épuiser, c'est pas... Ouais. Et donc, en matière de bouquins, je vais terminer par Sophie. Par les débuts de Sophie. Donc, j'avais déjà expliqué qu'au départ, le personnage principal, c'était Starter, qui s'est fait voler la vedette par Sophie, qui était la première héroïne du journal Spirou. Bon, ça pouvait pas être une adulte. Non, c'est pas possible. Au départ, elle devait être adulte. Ah, ok. Ouais. Mais ils ont fait une enfant. Pour que ça passe par rapport à la censure, la peur de l'éditeur. Voilà. Ah, c'est quelque chose là, le Starter 63. Oui, tu l'as trouvé il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais Starter, à ce moment-là, ce n'était qu'une chronique auto. Ouais, que j'aimais bien. Voilà. Que moi, c'est pas mon truc, donc... j'aime bien les voitures. Et donc, cette intégrale-là, c'est intéressant parce qu'on voit tout le cheminement. Oui. J'en ai déjà parlé. Que bon, ça a commencé comme voilà, Sophie adulte. Donc, plus de forme. C'est resté un croquis. Monsieur Dupuis a dit « Ah non, il a vu le croquis. Non, c'est bon. C'est non. » Voilà. D'accord. Et donc, ça a été un mini-récit. C'est encore le dossier sympa. Donc, une première histoire qui était sortie finalement dans Péché de jeunesse. Donc, une histoire faite par Delporte. Et en fait, je veux dire, moi, Sophie, j'ai connu plutôt dans les derniers albums. J'accrochais pas du tout à cette petite fille, un peu donneuse de leçons. Là, elle a un rôle, elle commence, quoi. Elle a déjà du caractère. Et puis, donc, au départ, c'est Starter.
C'est un peu décousu mon truc. Qui connaît quelques histoires. La deuxième histoire, ça sera bidouillé pour sortir un album pour dire que c'est Sophie. C'est une histoire de starter. Et dedans, on découvre une bagnole qui est... Non, c'est la bagnole ordinateur. Qui a un cerveau, électronique et qui a une vie, en quelque sorte, une bagnole vivante. Ah, c'est K2000. Voilà, mais ma mère a un moteur. Il y a un vieux film comme ça des années 50, en noir et blanc. Parce qu'il dit, à un moment donné, JDM dit dans le dossier que la coccinelle de Walt Disney aurait été piquée peut-être sur son idée, quoi. Alors que moi, personnellement, le film des années 50... Ouais, je pense que c'est plus le film. Ouais. Déjà ça. Donc voilà. Donc deuxième histoire. Donc sans Sophie. Et donc après une histoire. Donc de starter avec entre autres Sophie comme personnage qui en gros va voler la vedette. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois ça. Hein. Voilà. Ce côté où en fait un personnage qui à l'origine est secondaire finit par devenir le héros. Donc j'ai trouvé le premier tome et ce qui m'a mis dans la lecture, alors j'ai envie de dire peut-être les 3-4 premiers albums. Je les trouve sympas. Par la suite, je vais plus accrocher du tout. Là encore, c'est JDM qui imagine en gros les histoires. Alors c'est loin d'être parfait comme scénario quand même. Mais bon, les premiers, je les trouve encore amusants, bien que assez maladroits au niveau du scénario. Après, il aura un scénariste, mais j'ai envie de dire, ça sera pas mieux. Mais là, le personnage avec la bagnole vivante qui s'appelle Zoé, le savant qui invente des trucs, là c'est bon. Et j'en proposerai d'autres à présenter dans une autre vidéo. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, c'est la fin des bandes dessinées et des livres. Voilà. Et on m'a tenu 1 heure. Ah oui. Bon, on a été bavard. Hein. Ouais, assez, ouais. Bon, on va s'arrêter là. Yes. Donc, suite au prochain épisode. Oui, et là, ça sera pas un vide-grenier crevard, je pense. Non, ça devrait être pas mal. Là, on commence à arriver dans du lourd. Ouais, on n'aura pas besoin de tricher. Ouais. Bon, allez. On va vous souhaiter une bonne semaine une nouvelle fois. Ouais. Ciao. Allez, ciao, ciao.